Au 19e siècle, naviguer sur le Saint-Laurent est périlleux. Entre récifs, au fond, courants sournois et météo capricieuse, le fleuve est impitoyable. Alors que la radio n'existe pas, les marins sont seuls face aux éléments. Pour rompre ce silence mortel, on met en place un ingénieux système, les sémaphores. Voici l'histoire de ce lien vital entre la terre ferme et les navires en mer. Veuillez prendre note que cette présentation s'appuie sur des sources historiques vérifiées. Toutes les images présentées sont authentiques. Certaines ont été restaurées ou colorisées. Malgré l'essor du commerce entre l'Europe et le Québec, le Saint-Laurent demeure un cours d'eau redouté des marins. Les naufrages sont fréquents. Au-delà du drame humain, ces pertes font grimper les coûts d'assurance, menaçant la compétitivité du port de Québec face à ses rivaux. Bien que des phares, des bouées et même des bateaux-phares soient ajoutés pour baliser le fleuve, les navires de l'époque évoluent dans un isolement quasi total. Les bateaux à vapeur rallient Québec en une dizaine de jours, alors que les voiliers prennent de 4 à 6 semaines. Sans communication, il est impossible de distinguer un simple retard d'une tragédie. Car tous les sinistres marins ne sont pas fatals. L'arrivée rapide d'un remorqueur peut délivrer un navire d'une situation critique, sauvant ainsi passagers et marchandises. Encore faut-il que les secours soient notifiés à temps. C'est seulement à partir de 1904, avec la télégraphie sans fil Marconi, qu'il deviendra possible d'appeler à l'aide en toutes circonstances. Entre-temps, le dialogue entre la terre et la mer s'établit par pavillons, des drapeaux de différentes formes et couleurs. Limités à de courtes distances, ces signaux sont le seul lien de communication entre les navires et le rivage. Ces pavillons sont arborés au mât d'un navire ou sur celui d'un poste de signaux terrestres. Ce sont ces stations côtières que l'on désigne sous le nom de sémaphores. Sur la terre ferme, jusqu'à l'invention du télégraphe électrique, les messages ne circulaient pas plus vite qu'un messager. Il y avait bien eu des sémaphores terrestres, mais leur portée restreinte rendait impensable la transmission de messages sur toute la distance du fleuve. En Amérique du Nord, la première ligne de télégraphe apparaît en 1844. Le réseau atteint Québec en 1847, puis Rivière-du-Loup l'année suivante. Dorénavant, l'information peut circuler à la vitesse de l'électricité. Grâce au télégraphe, l'arrivée d'un navire à Québec n'est plus une surprise. On peut désormais anticiper sa venue, ce qui facilite grandement la logistique portuaire. Les marchands s'organisent et le public suit désormais ses mouvements dans les rubriques maritimes des journaux. Il faudra toutefois attendre une trentaine d'années supplémentaires pour que la ligne télégraphique relie entièrement la Gaspésie ainsi que la Côte-Nord et l'île d'Anticosti. C'est qu'entre autres, aucune route ne longe entièrement la côte gaspésienne. Plusieurs localités ne sont accessibles que par bateau. Il faut donc défricher une voie pour la ligne télégraphique. Ce chemin que l'on nomme chemin maritime doit permettre aux équipes de montage et d'entretien de circuler. Le chemin doit être dégagé de part et d'autre de toute végétation susceptible d'endommager les fils. Bûcherons, cantonniers et autres ne chôment pas. Ce sont des milliers de poteaux plantés à la pelle et au pic et des kilomètres de fils à installer. Ce n'est qu'en 1929 que l'actuelle route 132 est construite. Nommée alors la route numéro 6, son tracé est différent du vieux chemin maritime. Grâce à ce réseau télégraphique, les gardiens de phare peuvent désormais signaler les mouvements des navires. Ils deviennent des sentinelles de la mer. En 1879, 8 phares de la Rive-Sud sont munis d'un mât de signalisation, de Cap-des-Rosiers à Pointe-au-Père.
Une station et phare est ajoutée à Pointe-à-la-Renommée pour assurer une couverture continue. Ces 8 sémaphores ne font pas que suivre le mouvement des navires, ils brisent leur isolement. Désormais, les marins peuvent échanger des messages avec la terre ferme. Le navire se trouve en quelque sorte branché directement sur le réseau télégraphique mondial. Notez sur cette autre photographie du phare de Matane le mât du sémaphore qui semble avoir été rapproché. On distingue bien les poteaux de la ligne télégraphique. Les gardiens de phare sont formés à la télégraphie et au maniement des pavillons. Au 20e siècle, le téléphone s'implante graduellement, mais le télégraphe restera en service encore plusieurs décennies. La signalisation par sémaphore repose sur le Code international de signaux. Ce livre, distribué aux marins et aux gardiens de phare, contient une liste exhaustive de messages possibles. Édité en plusieurs langues, il permet la communication entre marins de toutes nations. Chaque mot ou phrase est associé à un code de 2, 3 ou 4 lettres selon son importance. En hissant les pavillons correspondant à ces lettres, il devient possible de transmettre des instructions, des avis météo, des demandes d'assistance et même de composer des télégrammes. Par exemple, sur cette reconstitution couleur du phare de Pointe-des-Monts, les pavillons indiquent la séquence DBFT, dont la signification dans le code correspond à frost ou gel en français. Ces codes permettent également aux navires de s'identifier. Lors de l'enregistrement au registre maritime, chaque embarcation se voit attribuer un bloc de 4 lettres qui lui est unique. À distance, il est ainsi possible de reconnaître un navire, même si le nom sur la coque est illisible. Dans ce cas-ci, les pavillons qui identifient le navire indiquent les lettres K, W, D et F. Cet indicatif correspond au navire Saint Andrew, un voilier de 782 tonneaux enregistré au Nouveau-Brunswick en 1872. Ces groupes de lettres sont répertoriés dans un livre pour l'usage des navires en mer et des stations de signaux. C'est ainsi que les gardiens de phare sont en mesure d'identifier un navire lors de son passage. Le code prévoit également des signaux de distance. Il s'agit de grandes formes géométriques, la boule, le cône et le cylindre, utilisés lorsque l'éloignement rend les couleurs des pavillons difficiles à distinguer. L'ordre dans lequel on hisse ces différents objets permet de composer des messages complets. En 1931, un nouveau code de signaux modernise la pratique et la radio occupe désormais une place importante. Avec l'augmentation du trafic maritime vers Montréal, le réseau de sémaphores s'étend. En l'absence de grands phares, on improvise tel qu'à Grondines et Verchères, où l'on profite de la vue sur le fleuve qu'offrent d'anciens moulins à vent. Les formes de losange que l'on aperçoit sur l'image de gauche indiquent la profondeur d'eau dans la voie navigable. En 1967, alors que Montréal s'ouvre sur le monde avec l'Expo, le Québec et son fleuve entrent de plain-pied dans la modernité. Les grands voiliers ont disparu depuis des décennies et même les goélettes, ces légendaires petits caboteurs de bois, font désormais partie des légendes. C'est tristement la fin de l'épopée des sémaphores. Ces sentinelles visuelles cèdent leur place à un nouveau réseau de radio VHF. À l'image du contrôle aérien, chaque mouvement sur le fleuve est désormais supervisé par un centre de contrôle. C'est le début d'une ère nouvelle sur la navigation fluviale.